Bienvenue à tous sur le podcast Live Talk dans la nouvelle émission intitulée Street Makers, l'émission où je pars à la rencontre de celles et ceux qui font avancer le street lifting. Aujourd'hui, je reçois Inori, une jeune femme engagée, passionnée par le mental des athlètes et qui s'est spécialisée dans la préparation mentale, notamment pour le street lifting. On va parler de pression, de doute, de confiance en soi, mais surtout de comment le mental peut devenir ton meilleur allié sous les barres. Donc, on va commencer tout de suite. Et avant ça, ah bah oui, j'allais oublier, bah, vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez ce podcast pour l'algorithme, pour nous donner de la force et nous motiver à continuer. Donc là, comme vous aurez compris, donc c'est le deuxième format du podcast Lift Talk. On a Lifting Expert où j'interviewe des coachs et dans cette émission Street Maker, j'interviewe plutôt des acteurs. Donc là, je suis avec Inori. Comment tu vas, Inori? Super bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est avec grand plaisir de partager ce podcast. Et ben, pour commencer simplement, avant de parler de préparation mentale, parce que vous avez déjà vu le titre sur la Nina, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui es-tu, Inori? Eh bien, donc, je m'appelle Inori, j'ai 26 ans, je suis française, parisienne à l'origine, j'habite aux Pays-Bas depuis 12 ans par contre, et je suis donc psychologue du sport et préparatrice mentale, pardon, pour les athlètes spécialisés maintenant, athlètes en street lifting. Ok. Voilà. Et justement, alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la préparation mentale et pourquoi maintenant spécifiquement dans le street lifting? Moi, je sais, mais c'est pour les auditeurs. Pour nos auditeurs. La préparation mentale, donc c'est venu déjà avec mes études de psychologie. J'ai toujours voulu faire de la psychologie, donc je me suis lancée dedans, voilà. Et pendant ma licence, j'ai eu un cours de psychologie du sport et ça m'a fait un énorme déclic. Comme j'ai fait du sport en gros toute ma vie, j'ai pu vraiment me reconnaître dans tout ce dont on parlait pendant le cours, en gros. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté au niveau personnel. Et c'est comme ça que je me suis décidée à vouloir être préparatrice mentale parce que j'ai vu à quel point ça m'apportait dans mon sport et je voulais essayer de partager ça et d'aider les autres athlètes à progresser dans le sport à ce niveau-là. Et la deuxième question, c'était Qu'est-ce qui t'a amené en fait vers le street lifting? ah oui, le street lifting. Donc j'ai fait du calisthenics déjà depuis longtemps. À la base, je suis aussi circassienne, donc c'est le même style de force, disons, et d'exercice physique. Et j'étais plus orientée, genre apprendre à faire front lever, planche, etc. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse de la renfo musculaire. Donc j'ai commencé à faire des tractions lestées, par exemple. Et ça m'a fait kiffer. Et du coup, j'ai un peu jeté tout ça là, mis ça de côté. Et je me suis mise à fond dans le street. Et puis voilà, maintenant c'est combiner les deux en gros. Donc voilà, préparatrice mentale pour les street lifters. Ok, donc là, moi, je suis un petit peu, même beaucoup ce que tu fais là sur Insta. Tu publies des stories où, ouais, j'ai l'impression que tu gardes encore un petit peu de calisthénie. Et justement, alors tu as fait, je crois, une compétition pas cette année, mais l'année dernière, je crois. Ouais. Donc c'était les championnats. C'était quoi, Rodini? C'est Benelux Voilà, 2024. Benelux. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, tu t'es blessé. Euh, Ouais, par la suite. et là, donc, bah, ça va mieux. Tu reviens petit à petit. Est-ce que justement, tu as des compétitions que tu aimerais viser là dans les mois à venir, les années à venir? Ouais, absolument. Donc cette année, j'avais quand même envie de me qualifier, voir si je pouvais me qualifier aux mondiaux. Donc blessure, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Pour l'année prochaine, si jamais je suis à nouveau bien dans le rythme, je vais essayer de voir au FNSL catégorie 78, voir ce qu'il y a à faire. Donc voilà, peut-être que je serai dans le coin. Ok, ouais, bah, je pense que c'est une KT où il y a encore pas mal de place.
Et Ouais, puis souvent, elle est même pas pleine, ma KT. Ouais, on t'attend, Inori, en plus de 70. avec grand plaisir. Euh, donc maintenant qu'on connaît un petit peu ton parcours, on va rentrer dans le concret et dans ce que tu fais en fait au quotidien, dans ton métier. Et je commence donc avec la première question. C'est quoi pour toi une bonne gestion mentale pour un athlète en streetlifting spécifiquement? Euh, Très vaste comme question, mais euh, qu'est-ce que l'athlète, par exemple, vraiment très concrètement, euh, devrait mettre en place ou comment il devrait gérer au quotidien. Plutôt, on parlera peut-être après plus spécifiquement de la compétition, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il peut mettre en place dans son quotidien liées à la prépa mentale? ouais, absolument. Que ce soit en street ou même dans d'autres sports, moi, ma recommandation première, c'est d'apprendre à se connaître en tant qu'athlète, de vraiment faire un travail de réflexion personnelle, d'être le plus objectif possible et aussi avoir de, comment on dirait, désolé, des fois j'ai des termes en anglais que j'ai pas encore traduit en français, donc ma terminologie est un peu limitée. Self-compassion, donc avoir la compassion pour soi-même dans le sens où il faut pas se juger. Parce que des fois, genre dans le sport, il y a des moments où on se confronte à des défis, où on peut réagir d'une certaine manière ou autre. Euh, je sais pas, être frustré par exemple pendant son entraînement, etc. Mais au lieu de se dire, enfin, de s'arrêter à cette frustration, essayer de comprendre pourquoi on réagit de telle manière et comment on pourrait faire pour que ce soit une manière plus saine de s'entraîner par la suite. Donc, ce que je veux dire, c'est apprendre à se connaître, savoir ce qui fonctionne pour soi-même mentalement. Par exemple, je suis une personne qui est très sensible à tout ce qui est visuel, donc j'utilise énormément l'imagerie mentale. Et du coup, ce travail de visualisation, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien pour moi pour que j'ai une meilleure fluidité dans ma performance par la suite. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi en compétition la dernière fois que j'ai fait Benelux. Donc, ouais, faire un travail de réflexion, prendre des notes sur comment se passent les entraînements, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, quelles seraient les raisons éventuelles à ce niveau-là. Et ouais, je pense que c'est un premier travail à ce niveau-là. Ok. Ouais. Ok, donc en gros, avoir une bonne estime de soi, avoir un discours positif en interne, on en a parlé en off, Ouais, c'est et, bien euh, ça. et voir aussi analyser au-delà de la technique à l'entraînement, de la programmation, ce qui fonctionne mentalement sur comment on appréhende les choses, comment on les visualise, etc. Donc c'est vraiment, du coup, moi quand tu me dis ça, ça me choque pas, mais je pense que quelqu'un qui nous écoute là aujourd'hui, à mon avis, il sous-estime, la plupart des gens sous-estiment toute cette partie-là. Et justement, bah, est-ce que tu vois des erreurs fréquentes chez les personnes que tu accompagnes sur, par exemple, même des gens potentiellement qui seraient quand même assez sûrs d'eux au niveau de la prépa mentale avec les connaissances qu'ils ont, avec le bagage qu'ils ont, et en fait, tu vois que bah, ils font complètement fausse route sur des trucs euh, ou à l'inverse, peut-être quelqu'un qui met rien en place, mais qui appréhende pas de la bonne façon les choses, quoi. Bah, je pense que c'est là, par exemple, que le contexte de la compétition peut vraiment changer la donne pour beaucoup de gens. Parce que oui, ce que je vois beaucoup, bah, déjà chez des athlètes, que ce soit en street, en power, ce que tu veux, c'est que la prépa mentale, c'est pas encore un facteur très développé, ni même connu. Et ce que j'ai pu voir en compétition, c'est qu'il y avait des gens qui étaient très confiants, qui faisaient une super belle performance, et puis il y a eu une erreur technique, et c'était terminé. Parce qu'ils ont eu une erreur, ça n'a pas été validé, et ils ont perdu toute confiance, et ils se sont complètement écroulés après ça. Donc c'est là que ouais, des histoires de prépa mentale, c'est vraiment fondamental, et des erreurs communes. Je pense on n'est jamais complètement prêt dans le sens pour une compétition, euh, parce qu'il y aura toujours des facteurs qu'on n'aura pas anticipés. Mais on peut quand même faire un certain niveau de préparation pour savoir comment gérer
différents types de situations et s'assurer qu'on sait s'autoréguler si jamais il y a un stress, un gros stress qui se présente, ou si au contraire on a une perte de motivation, ce genre de choses. On peut avoir quand même des outils mentaux auxquels accéder qui pourront te permettre d'auto-réguler sans avoir une conscience concrète de quelles seront les conditions de la compétition. Je sais pas si c'est clair. Donc voilà, donc en termes d'erreurs fréquentes, bah, en vrai, ça dépend des gens quand même, mais je pense que savoir rebondir et avoir les outils mentaux nécessaires pour, c'est fondamental et c'est ce qui va être assez décisif pour beaucoup de gens. Ok. Et justement, on parle enfin de mindset en fait à avoir lors d'une compétition. Et est-ce que tu penses que je connais la réponse, mais est-ce que tu penses que en amont de cette compétition aussi, c'est très important de se préparer, de se conditionner, et même à la limite, est-ce que c'est même pas plus important que le jour de la compète pour toi? Tu veux dire le travail en anticipation? Ah oui, Ouais. absolument. Bah, c'est comme si tu avais un athlète qui venait te voir en tant que coach en street lifting qui disait bah, j'ai une compète demain, on fait comment? C'est quoi mon programme? C'est exactement la même chose. Donc, le temps de préparation en amont, c'est ce qui va aussi faire la différence, c'est ce qui va te permettre d'intégrer justement ces outils mentaux. Et voilà quoi. Donc, c'est ça qui fait la diff. Plus tu as de pratique, plus c'est intégré et mieux tu sauras les utiliser. Ouais. En fait, je te pose la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de ça Mm. la veille d'une compète, quoi, tu vois. Bah, écoute, mieux vaut tard que jamais, mais bon, ça va être un petit peu difficile quand même. Et alors, moi, justement, là, c'est un truc que j'avais pas préparé, mais est-ce que il y a en fait une timeline optimale, en gros, avant une compétition pour se préparer, être prêt le jour J mentalement? Est-ce que c'est 2 mois avant une compète, 3 mois, 6 mois, à combien t'estimes le temps pour vraiment être prêt psychologiquement pour une compétition? Je dirais pas moins de 3 mois. 3 mois, c'est vraiment le minimum. Et encore, ça peut être assez chaud. Ça dépend aussi du profil de la personne. Désolée, c'est la réponse aussi psychologique 101. Ça dépend. Mais comment dire? Ouais, je dirais au moins 3 mois. Le plus de temps tu passes, le mieux c'est. Ça dépend si c'est une histoire juste d'optimisation de la performance ou là peut-être que il y aura moins de pression au niveau du temps, donc un peu moins de temps, ça c'est possible. Mais s'il y a des histoires d'anciennes compétitions qui se sont mal passées, que ça a créé un certain trauma émotionnel, que voilà, il peut y avoir des cas un peu plus profonds, disons. Dans ces cas-là, c'est quand même mieux d'avoir plus de temps pour se préparer, quoi. Donc ça dépend. Ok. Ouais. Justement, le moment de la compétition, c'est un moment très très fort émotionnellement et physiquement. Ça peut être un vrai déclencheur mental. Comment tu prépares quelqu'un à ça concrètement? Euh, ça dépend du cas de la personne. Désolée. Euh, je pense qu'il y a, bien sûr, il y a certaines pratiques qui sont assez courantes. Un des trucs principaux, c'est d'avoir une certaine routine, ce qui permet aussi de rentrer dans un état de fluidité pendant la compétition et de justement, comme il y a pas mal de stress ambiant, etc., qu'on est concentré sur autre chose, de pouvoir juste se lancer dans le mouvement lui-même sans trop réfléchir et d'avoir cet automatisme, c'est assez clé. Donc, établir certaines routines de performance, de préparation à la performance, là, ça va être, je pense, un élément clé pour se préparer dans une compétition. Et en général, avec le plus d'expérience que tu as en tant qu'athlète, le plus tu auras déjà développé ça pendant ton entraînement. Donc, toutes les petites habitudes de mettre ses protèges poignets, la ceinture, toutes les étapes que tu suis avant un squat, un pull-up, ce que tu veux. C'est déjà intégré, mais on peut du coup travailler sur une élaboration plus détaillée de cette routine et essayer de l'optimiser pour voilà, pour que ça ait plus de fluidité. Ok. Très bien. Ça me rappelle des choses tout ça. Euh,
Est-ce que tu différencies ton approche entre un athlète débutant et un athlète confirmé? Hum, Potentiellement, je pense qu'il y aura des aspects où l'athlète débutant n'a pas autant d'expérience et de technique au niveau physique qu'un athlète confirmé. Donc, par exemple, ça changera déjà le type de visualisation qui sera pris en compte parce que l'athlète plus avancé aura plus de détails techniques en tête qu'un athlète débutant. Donc ça, par défaut, ça changera certaines choses. Et je pense que ça sera aussi très dépendant des objectifs des athlètes. Peut-être qu'un athlète plus expérimenté aura des plus gros objectifs, donc plus de podiums par exemple, alors qu'un athlète débutant, bon, peut-être qu'il vise aussi, elle vise le podium, mais ou peut-être que c'est plus pour profiter et avoir plus d'expérience en compétition par exemple. Donc ça sera aussi très dépendant des objectifs de l'athlète. Ok. Et justement, la question à laquelle je pense, c'est il y a des débutants qui peuvent se dire ouais, enfin moi, la prépa mentale, je suis débutant, ça me sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que tu en penses de ça et qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Que je ne serais pas d'accord. Non, dans le sens où c'est utile à n'importe qui. Là, on parle dans le contexte de compétition. Donc où c'est un élément clé parce qu'en termes techniques, beaucoup de gens s'équivaut, mais c'est là où le mental joue le plus pour voilà faire la diff pour le podium. Mais pour les débutants, même pour les personnes qui ne font pas de compétition, les outils mentaux leur seront tout autant utiles au final, parce que c'est aussi une question de d'avoir une attitude saine dans son entraînement, d'optimiser sa performance. Il cherche quand même à avoir une bonne performance en entraînement. Et c'est des outils que tu utilises aussi en dehors de ton sport. Ça, c'est un élément clé aussi. Je veux dire, tout ce que tu pratiques mentalement, c'est quelque chose que tu peux appliquer dans ton travail, dans toutes sortes d'autres activités au final. Et donc, pas que dans ton sport. Et je pense que, voilà, dans ce sens-là, c'est utile à tout le monde, en fait. Ok, ok. Euh, Ça, c'est une question auquel je sais que ça stresse énormément de gens parce que en streetlifting, en fait, même si on s'entraîne en salle de sport, on est dans un environnement qu'on connaît, on est avec des gens qu'on connaît. Des fois même, ça dépend des heures auxquelles on s'entraîne, mais on peut être quasiment seul. Euh, Est-ce que, et le jour J de la compétition, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de public, il y a plein de gens qu'on connaît pas. Mm. Euh, comment tu travailles justement avec les athlètes pour qu'ils gèrent cette peur du regard des autres? Waouh, ok, c'est très spécifique. Très bonne question. euh, à la volée comme ça, il y aurait plusieurs approches, je dirais. De une, c'est justement de mettre l'athlète en situation où il y aura des gens qui la regarderont pour préparer à ce niveau-là. Donc, ouais, faire exprès justement de causer de créer ce contexte en entraînement. Ce serait une première idée. Deuxième idée, ce serait de travailler sur des outils mentaux de concentration. Tout simplement de faire abstraction parce que, enfin, selon mes expériences, personnellement, moi, si je suis sur la plateforme, je vois pas les gens, j'entends rien, je suis dans mon truc. Même si j'ai pas d'écouteurs, il y a, en termes d'attention, je suis focus sur la barre et c'est tout, quoi. Euh, donc voilà, essayer d'entraîner l'athlète à atteindre ce niveau de concentration pour pas flancher à ce niveau-là, mais voilà, faudra voir aussi selon les besoins. Ok, ouais. Ouais, parce Ouais. que ça, je pose la question, je sais que ça peut être une grosse source de stress. Mm. Euh, Surtout qu'on n'a pas du tout l'habitude. Enfin, tu vois. Et ce que tu as dit là juste avant, bah, ça me rappelle le week-end dernier où vraiment, en fait, tu montes sur le plateau et en fait, ta vision périphérique, elle se réduit. Déjà, donc, tu vois plus grand-chose, en fait. Et même, tu vois, là, j'essaie de me rappeler et en fait, Mm. j'ai même pas souvenir, en fait, de qu'est-ce que je regardais, en fait, tellement que j'étais concentré. Et on peut dire que tu es dans le flow, en fait, tu es dans le flow et t'es dans un état de conscience modifié en fait presque. Enfin là, c'est pas moi Exactement.
c'est pas moi le pro, mais tu vois. Non, mais c'est ça, il y a certainement de ça. Enfin, c'est un état d'attention qui est pas du tout externe et au contraire, tu es focalisé sur ce que tu fais, quoi. Et je sais plus ce que non, je voulais ajouter quelque chose, mais je crois que j'ai oublié. Non, c'est bon. Désolée. Euh, ok. Est-ce que tu bosses avec des outils concrets, visualisation, respiration, journal de bord, routine? Bon, tu as déjà teasé un petit peu, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Des outils concrets, ok. Bah déjà ça. Et oui, oui, sinon, bah donc moi j'ai une éducation très basée sur la recherche scientifique. Enfin, les études que j'ai fait sont très axées recherche, donc je continue à m'informer d'études qui ont été faites récemment, de quelles recommandations pratiques ils nous donnent. Après, voilà, c'est toujours à prendre avec un test, mais comment on dit en français? Junior bug. Avec des pincettes. Avec ouais, c'est ça, avec des pincettes. On est plein de chercheurs, ouais, non, pardon, désolé. Bref, donc voilà, avec des pincettes, mais sinon, donc, aussi, comme méthode, j'utilise c'est quoi le terme? Cognitivo-comportemental, le coaching cognitivo-comportemental. Donc ça, c'est aussi une approche Ok. pour aller plus en profondeur. Et voilà, et puis, enfin, je fais un peu mes recherches d'outils mentaux qui se pratiquent. Là, il y a la méthode Target ou Target, je sais pas comment ils prononcent, qui est française, qui m'aide aussi pas mal à certains niveaux pour l'inspiration. Donc voilà, voilà, voilà. Et, et genre pour la respiration, tu sais, il y a des trucs de cohérence cardiaque et tout. Est-ce que c'est un truc que tu fais ou c'est pas aussi poussé que ça au niveau respiration, par exemple, quand tu demandes de se détendre et tout, est-ce que tu as des techniques particulières pour la respiration, par exemple? Oui, enfin j'ai la respiration abdominale basique, mais qui fonctionne toujours. Donc c'est un truc qu'on peut faire aussi avec les débutants qui sont pas encore initiés ou quoi. Ce que tu as mentionné, non, pas particulièrement, je dois avouer, mais sinon j'ai aussi des méthodes de relaxation progressive où tu t'allonges et tu te focalises sur un point de ton corps, machin. C'est un peu aussi une méthode de méditation au final. Donc voilà, ce genre de choses. Mais ce que j'aime bien aussi faire avec mes clients, c'est bah, aussi faire de la recherche à côté, suivant le cas en lui-même. Donc voir un peu ce que je trouve aussi qui correspond le mieux à chaque client individuel au final. Ok. Ouais. Je fais une petite aparté dans les questions et parce que ça me vient comme ça. Euh, Est-ce que, en fait, au même titre qu'un entraînement, donc un coaching sportif, est-ce que, en gros, moi, genre, je me laisse guider par ce que tu me fais si je travaille avec toi demain ou vraiment, moi, j'ai un travail personnel à fournir pour atteindre mes objectifs mentaux? Ah non, il y aura une grosse partie de travail personnel. Je pense que tu connaissais déjà la réponse. Mais non, bien sûr, quand on fait du coaching mental, bah, il y a la séance en elle-même, donc on discute de certaines choses, etc. Moi, j'essaie de aussi guider la cliente dans leur réflexion. Mais il y aura bien sûr l'aspect pratique, en gros, donc de mise en place et d'implémentation dans ton entraînement qui sera bah, fourni par l'athlète en lui-même, quoi. C'est important. Ouais, et je précise pour ceux qui seraient intéressés, par exemple, demain vous contactez une Nori parce que vous préparez telle ou telle compétition, il faut que vous sachiez que vous avez un travail personnel à fournir. Je trouve que c'est important pour que vous sachiez que voilà, si vous voulez atteindre vos objectifs, il y aura quelque chose à faire de votre côté. Vous n'aurez pas juste à écouter une Nori parler. Voilà, c'est juste ça. Exactement. Au même titre que dans un entraînement physique, au final. Il y a un Ouais, programme à suivre, donc voilà, c'est la même c'est chose. ça. Parce qu'en fait, tu vois, la prépa mentale, c'est aussi, on pourrait faire une aparté, c'est un sujet qui a jamais été abordé en streetlifting, par exemple. Et je pense que les gens qui vont écouter le podcast, là, bah, ils réalisent pas vraiment de quoi il en retourne et en quoi ça consiste exactement, quelles sont les implications.
Juste, je pose des questions bêtes, entre guillemets, mais je me mets à la place de quelqu'un qui connaîtrait rien de rien. Et moi, ce qui peut me paraître vraiment très logique peut paraître même peut-être bizarre pour certains. Ok, tu nous as parlé des outils que tu utilisais. Et alors c'est une question de fou. Est-ce que tu interviens aussi sur l'après-compétition? Parce que en fait, moi, je me dis, bon, bah, Inori, elle m'a préparé pendant 6 mois pour les championnats de France. Bon, bah, Inori, voilà, maintenant c'est bon, on a fait le taf, j'ai fait la compète, basta, quoi. Donc, est-ce que tu penses que c'est comment tu t'organises, par exemple, je sais pas moi, vraiment, on va prendre un cas concret et on va reprendre ce cas-là. Ça fait 6 mois que tu me suis, j'ai fait les France. Ça s'est passé moyennement. Il y a des trucs qui se sont bien passés, il y a d'autres moins. Comment, quel est le discours que tu vas me tenir? Est-ce que tu vas me dire, bon, on s'arrête là et puis on se reprend dans peut-être 3, 4, 5, 6 mois ou comment on fait? Ça serait quoi la meilleure démarche? Non, non, enfin, en gros, si donc, toi tu viens d'avoir ta compétition, non, de toute façon, moi je planifie toujours une séance d'évaluation après la compétition, surtout si on fait toute une préparation mentale focalisée sur ça, sur cet événement. C'est vraiment important d'avoir cette dernière séance avec l'athlète pour boucler tout ça. Enfin, pas pour boucler, mais pour évaluer ce qui s'est passé. Pour en parler, pour débriefer. C'est important aussi, je pense, d'avoir cet espace pour l'athlète de pouvoir en parler, voilà, de réfléchir un peu à ce qui s'est passé à ce niveau-là. Si tu me dis, donc, le cas que tu as présenté, que ça s'est passé moyennement, ce sera d'autant plus important de voir bah, ce qui s'est bien passé, c'est important, mais aussi ce qui s'est moins bien passé et quelles seraient les raisons pour ça. Et après, bon, c'est un travail de collaboration. Donc, si l'athlète me dit, bon, j'ai plus envie de faire de coaching mental, bah, on s'arrête là. Mais il y aura sûrement un autre travail à faire par la suite que moi, je recommanderais. Et après, ce sera bah, à voir avec l'athlète s'ils ont envie de continuer ou pas, en tout cas. Mais non, en tout cas, c'est important d'avoir une dernière séance après d'accompagnement après la compétition. Ouais. Ok, ok. Est-ce que voilà, c'est comment tu travailles la confiance en soi parce que sans basculer dans l'ego en fait, sans aller dans l'extrême, même si je pense que l'ego, enfin, tu nous le confirmeras ou non, mais je pense que des fois il est peut-être un peu utile l'ego. Enfin, moi je suis un mec donc il y a toujours peut-être un peu plus d'ego, même si je sais que chez les femmes il y en a aussi. Hein. Mm. Mais est-ce que c'est une bonne... D'ailleurs, ça, c'est une question. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, l'ego, dans le sport? C'est pas noir ou blanc. Je pense que ça peut être utile, forcément. Je veux dire, enfin, on va pas se mentir, on fait un sport de force, on est sur la plateforme, on fait là des poids lourds, machin. Ah, il y a quand même un peu d'ego qui joue. C'est un peu le kiff aussi du sport. Mais il faut pas que ça prenne le dessus dans le sens où ça devient contre-productif et que voilà, on perd le fil de l'objectif et que ou que ça apporte des émotions négatives ou machin. Enfin voilà, ça peut basculer assez vite aussi. Donc non, c'est pas inutile, mais faut doser comme tout. Ok. Et comment tu travailleras avec quelqu'un qui a pas du tout confiance en elle, quoi? Genre, en fait, limite, pendant la prépa, même pendant la prépa, en fait, dès qu'elle arrive sur des barres psychologiquement qui sont dures et tout, elle décroche complètement. En fait, dès qu'il faut forcer, elle décroche. Enfin, comment tu travaillerais avec cette personne, ce genre de personne? Dans ce cas-là, faudrait voir d'où vient le problème de confiance en soi. Euh, Quelle en est l'origine? Donc, est-ce que c'est une question d'estime de soi, plus dans les termes de je peux pas le faire, je ne saurais jamais le faire, c'est pas pour moi, ben là. Ou est-ce que c'est une question de d'avoir eu des expériences passées qui l'ont dans un sens traumatisé, émotionnellement ou autre. Enfin, donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là? Donc, bah, rentrer voilà,
parler de ses expériences et voir un peu comment on peut reconstruire derrière d'une manière plus saine. Oui, encore une fois, c'est au cas par cas. Mais j'aurais tendance à dire donc d'évaluer d'où vient ce problème de confiance en soi, de prendre le temps aussi de reconstruire derrière. Ouais, c'est difficile à répondre dans un cas général, mais ce serait à peu près Ok. l'approche. Tu creuserais le pourquoi pourquoi en fait j'ai pas confiance quoi. Et en fonction de ça, la raison, tu travaillerais, tu auras un axe de travail quoi. C'est ça. Et aussi trouver des manières peut-être de créer plus de motivation et plus d'énergie aussi en entraînement. Donc, voir si aussi au niveau physique, il y a des manières aussi de booster à ce niveau-là par des outils mentaux. Ok. De mobilisation D'ailleurs, d'énergie. tiens, moi j'ai une question qui me vient là. Euh, Est-ce que tu penses que il y a des gens qui font ce sport pour des mauvaises raisons? Est-ce que tu penses il y en a un certain nombre en fait qui peut-être, je sais pas, ils se voilent la face ou je sais pas. Est-ce que tu penses que en fait il y a des gens, même limite, attends, j'irai encore plus loin dans la question. Est-ce que si tu es confronté un jour à quelqu'un qui se voile un petit peu la face, en fait, il fait ce sport, mais en vrai de vrai, ça lui convient peut-être pas à 100%. Est-ce que, genre, toi, tu lui dirais, ou en tout cas, tu l'amènerais sur le chemin de cette réponse, en fait? Ouais. C'est déjà, c'est totalement possible que les gens fassent ce sport ou même tout type de sport pour les mauvaises raisons. Que ce soit aussi, je sais pas, qu'il se voile la face, qu'il l'utilise comme compensation pour autre chose ou pour nier certaines, dans le déni ou ce genre de choses. Voilà, il y a pas mal d'options à ce niveau-là, de faire du sport pour les mauvaises raisons. Et oui, le travail de réflexion que j'essaierais de faire avec la cliente, ce serait des années à essayer de réfléchir ouais, à pourquoi ils le font en gros. Après, voilà, c'est pas un travail facile, surtout si dans le cas que tu présentes, la personne se voit à la face, c'est qu'ils sont déjà un peu dans le déni dans un sens, et ils auraient tendance à être peut-être un peu défensifs, si je commence à poser ce genre de questions, mais ces réactions-là seraient déjà une source d'information de OK, il y a quelque chose à creuser. Et voilà, et puis il faut aussi un peu laisser le temps de réflexion aux personnes. Donc, s'il y a une réaction défensive initialement, il faut les laisser un peu décanter à ce niveau-là et peut-être qu'ils se dirigeront petit à petit vers une ouverture à ce niveau-là. Et voilà, puis on peut attaquer un travail un peu plus en profondeur. Ok, ok. Ouais. Donc là, Inouï, tu nous as parlé de plein de points techniques, mais maintenant, j'aimerais te questionner un petit peu plus sur ta vision globale des choses. Et on passe donc à la troisième partie de ce podcast. Et la première question, c'est est-ce que tu penses qu'un bon coach en streetlifting doit aussi savoir gérer le mental de ses athlètes? Alors, dans un sens, oui. Après, voilà, c'est pas tout le temps, c'est un peu mon taf techniquement. Donc, je veux dire, c'est important pour un athlète d'avoir un lien avec sa coach, dans le sens où ils peuvent les aider à s'autoréguler ou à se gérer. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là où le coach a quand même un rôle et une responsabilité envers son athlète, de les aider d'une manière globale. Mais voilà, après, ça vient aussi avec le travail que tu fais avec un préparateur mental, en gros, et l'athlète aura lui-même les outils nécessaires aussi pour s'autoréguler à ce niveau-là. Donc, Ouais. Je vais reprendre moi ta réponse, hein. Je pense que ça dépend vraiment des athlètes à qui tu vas avoir affaire. Parce que il y a des gens, tu vois, c'est comme par exemple une blessure physique. En fait, nous, on a des outils, on a des connaissances pour peut-être régler totalement le problème ou partiellement, mais peut-être qu'à un moment donné aussi, il va falloir penser à déléguer cette partie vers quelqu'un qui est beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus de connaissances et de retours.
Et moi, j'invite toujours les coachs aussi à faire ça, en fait. Et je pense aussi que déjà, l'athlète vous remerciera par la suite, ça c'est clair. Et que je pense aussi qu'il y a des fois peut-être des coachs qui ont un petit peu trop d'ego par rapport à ça et qui se disent ah ouais non non mais moi je vais tout gérer. De toute façon je suis le meilleur donc je vais tout gérer. Sauf que non en fait il y a des trucs en fait faut passer le flambeau en fait quand c'est plus dans nos cordes, quoi, tu vois. Et donc, moi, je trouve que ça, c'est important parce que par exemple, la motivation, la recherche de la motivation, les encouragements, le fait de rassurer les gens, bah, ça, c'est notre taf au quotidien de coach sportif parce qu'il y a une partie quand même qui est aussi un petit peu psychologique. Mais après, des fois, quand ça devient des trucs un petit peu plus graves, aigus, ou des trucs, tu sens vraiment que c'est hyper profond et tout, bah, je pense que là, du coup, c'est quand même hyper intéressant de rediriger vers quelqu'un qui va vraiment pouvoir trouver des solutions, identifier le problème et régler aussi le truc peut-être une bonne fois pour toutes, pour pas qu'on aille y revenir des fois. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je voulais dire ça. Je Donc, suis je entièrement passe à la... d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent que la prépa mentale, c'est juste du blabla ou de la pensée positive? Bah écoute, ils sont confiants, très bien. Je veux dire, moi je peux pas coacher des gens qui sont pas open à faire un travail sur eux-mêmes. Donc moi je vais pas essayer de convaincre ces personnes-là, c'est pas mon taf. Mais déjà de une, j'aurais tendance à dire il y aura toujours quelque chose à faire, même si tu fais de la prépa mentale pendant des années. Moi je veux dire ça fait des années que je pratique mes outils, etc., et que je continue à tout peaufiner constamment, à adapter, etc. Donc c'est un travail qui se fait enfin qui se développe au fil du temps. Euh, et non, enfin voilà, je ne serais pas d'accord, mais je pense qu'il y aura peut-être, enfin je souhaite que leur carrière athlétique se passe très bien, etc. Donc s'ils en ont pas besoin, c'est très bien, mais voilà, peut-être qu'il y aura aussi un jour où ils seront confrontés à une situation difficile et puis bah là ils pourront m'appeler. Ouais, bah c'est ça. Et je pense que ça rejoint le truc d'ego, tu sais, de se dire bon, de toute façon, j'ai pas besoin de ça, c'est du blabla. Elle va me dire deux, trois trucs, visualisation, des trucs un petit peu, voilà, pas très, comment dire, enfin, ouais, des trucs un petit peu fumeux. Mais en fait, pas du tout. C'est là aussi que je pense que c'est vraiment intéressant si en plus de ça, vous avez des gros objectifs ou même des moins gros objectifs. Mais ça peut être vraiment enrichissant. Je trouve qu'aussi, ça, je te l'ai dit aussi, que ça peut vraiment être utile aussi dans d'autres domaines aussi, pas juste sportif. Je pense que aussi vous pouvez en apprendre davantage sur vous. Euh, En fait, moi, je pense que ça dépasse le cadre juste de la performance. En fait, je pense que limite c'est un bien-être global. En fait, tu vois. Enfin, moi, je le perçois comme ça. T'as vu, je te fais une bonne promo là du truc. Ouais, c'est une super promo, merci beaucoup. Mais j'aimerais justement aussi ajouter à ça, c'est que la préparation mentale, ou enfin le travail mental que tu fais, c'est en gros une recherche de savoir comment utiliser tes capacités cognitives de la meilleure manière, de la manière la plus optimale. Donc, comme tu as dit, ça rejoint plein de domaines différents et au-delà du sport, et c'est pour ça que c'est aussi super important. Je veux dire, on apprend à l'école je sais pas, à faire des maths, de l'histoire, le machin, mais on n'apprend pas à comment utiliser notre cerveau pour que ce soit optimal. Donc ça, c'est quand même assez, voilà, c'est là que ça rentre en jeu et que c'est quand même assez intéressant. Après, je dis ça, mais ouais, c'est là que ça devient intéressant. Ok. Donc, et toi, aujourd'hui, c'est quoi ton moteur pour continuer ton objectif personnel dans ce que tu fais en termes, je veux dire, athlète, d'un point de vue athlète? Est-ce que tu peux répéter la question?
plutôt. Ton moteur, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à aller t'entraîner, à avoir cette discipline et aussi à atteindre tes objectifs dans cette pratique? Ok. Déjà, moi, j'ai quand même des objectifs de compétition que je me suis fixés et qui me motivent bien à la base. Après, comme j'ai dit, j'ai fait du sport toute ma vie, donc ne pas faire de sport, c'est juste pas une option pour moi. C'est comme ça que je me sens bien. J'ai besoin de bouger, j'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai besoin aussi enfin, d'avoir cet espace. En gros, je me focalise sur autre chose, surtout en dehors du travail, etc. Ça m'aide aussi à mieux me concentrer. Et oui, et puis bon, bah, comme je suis psychologue et préparatrice mentale, ce que j'ai tendance à faire aussi, c'est un peu avoir ce parallèle entre mes entraînements et le type de mentalité que j'essaie de développer pendant mes entraînements que j'applique ensuite dans mon boulot. Donc il y a souvent en fait c'est un peu difficile à expliquer, c'est un peu méta, mais en gros, ouais, j'utilise beaucoup mes entraînements pour justement essayer de peaufiner certains mindsets ou voilà, des outils mentaux que j'utilise moi derrière aussi dans mon taf et dans ma vie personnelle. Donc c'est quelque chose dont j'ai besoin pour ma santé mentale, santé physique et voilà, motivation en général et un Ok, bien-être. c'est ton équilibre, quoi. Ok. Voilà. Ok. Donc là, on arrive vers la fin du podcast. Et Déjà? d'ailleurs, tiens, ça, c'est une question aussi assez globale. Mais si tu pouvais changer une seule chose dans le street lifting aujourd'hui, ça serait quoi? Donc ça peut ne pas être en lien avec la prépa mentale ou quoi, hein. Mais est-ce que si tu devais changer un truc, ça serait quoi? Waouh. Lever le Euh... squat? Non? Quoi? Lever le squat? Non? Oui, s'il vous plaît, déjà de base, pourquoi on fait les jambes? C'est de la calisthenics, on ne fait pas les. Ah là là, le squat. Ouais, déjà, non, je sais pas, en vrai. Je pense que bah c'est pas changer quelque chose, mais genre j'espère que ça va vraiment continuer à se développer et se professionnaliser de plus en plus. Ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de voir. Je veux dire, on a tous une passion pour le street lifting, on est là pour ça, et donc ouais, ce que j'aimerais voir, c'est que ça se professionnalise et que ça devienne vraiment un sport bah, reconnu internationalement et que voilà qu'on crée une grosse communauté à ce niveau-là. C'est ce que j'aimerais. Et justement, bah, toi qui es aux Pays-Bas, est-ce que, il y a beaucoup de pratiquants là-bas? Ouais, à 100%. Je pense que les grosses niches en street lifting, c'est quand même Pays-Bas, France, Belgique, Allemagne. Là, c'est bien développé. Puis bon, après, il y a quand même plein de pays, hein, Italie, Espagne, etc., pour pas tous les nommer. Mais oui, absolument. Aux Pays-Bas, c'est très développé. Donc ça aussi, en vrai, ça fait plaisir. De fou. Donc, ouais, l'expansion du sport. Et dernière question simple, c'est quoi pour toi réussir dans ce sport, dans le street lifting? Réussir dans ce sport. Moi, Hum, tu veux que je fasse enfin, tu veux que moi je donne ma version et après je te laisse donner vas-y, la tienne? vas-y, Vas-y. je t'en prie. Pour moi, réussir dans n'importe quel domaine, mais dans le sport là, c'est déjà s'accomplir soi-même. Si toi, ton plus gros objectif, c'est de faire les interrégions Grand Ouest et de faire troisième place, bah, c'est que t'as réussi dans le sport. Donc en fait, c'est très individuel. Et je pense que faut pas sous-estimer aussi bah, justement des réussites comme ça. En fait, on met toujours en avant et on idolâtre un petit peu les grosses réussites. Ouais, j'ai été champion du monde, machin et tout. Mais en fait, ça se trouve que pour toi, je sais pas, tu as un passif sportif qui est absolument pas présent. Tu as commencé le sport hyper tard, tu as des antécédents d'obésité ou j'en sais rien. Tu reviens de loin, en gros. Et peut-être que pour toi, juste, par exemple, une échéance en particulier qui est peut-être à niveau régional, bah, c'est déjà pour toi un truc de malade mental, quoi. Et pour moi, réussir dans le sport, ça va dépendre bah, de toi, tes objectifs que tu t'es fixés. Et je dirais, enfin, je rajouterais à ça que justement, la réussite doit être complètement intrinsèque et pas en fait dépendre des autres. Ta réussite ne doit pas dépendre des autres.
c'est toi qui fixes ta réussite. Si toi, tu as décidé que tu avais réussi, tu as réussi, point à la ligne. Voilà, c'est ma version. Absolument. Bah, écoute, je suis très, très d'accord avec ce que tu dis et je rejoindrai sûrement ce qu'on dit à ce niveau-là. Mais ouais, je pense que ce qui est important, enfin, la réussite, en gros, c'est même au-delà d'atteindre ses objectifs, c'est de travailler vers ses objectifs. Parce que déjà, se lancer un défi, c'est une grosse étape. Et c'est quelque chose, voilà, c'est un travail. Et, bah, je veux dire, le principe d'un défi, c'est que c'est quelque chose qui est pas simple à atteindre. Donc déjà, se le lancer, de prendre confiance en soi pour travailler vers ce défi et enfin, cet objectif, pardon, et l'atteindre, c'est déjà une très très grosse étape et une réussite en soi. Et ouais, et puis bah continuer à se développer personnellement dans ce sport, quoi. Mm. C'est une réussite personnelle et voilà, c'est ce que je dirais. Ouais, et puis prendre plaisir aussi dans cette réussite, dans ce processus, quoi. Pas Ouais. juste kiffer le jour J pendant 30 minutes et puis voilà, quoi. Mais ouais, ok, bah trop bien. Bah en tout cas, bah moi, Inori, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler avec toi. J'espère aussi que ça va inciter les gens aussi à beaucoup plus s'intéresser à la prépa mentale dans le street lifting. D'ailleurs, Inori, je te tease, je pense que tu vas, alors je sais pas d'où je tiens ces infos, mais que tu vas créer des contenus justement qui vont aller dans ce sens-là. Ai-je bon dans... Absolument, absolument. Ouais, ouais, on va se lancer plus dans les réseaux là. Alors, Effectivement. sur quoi je te suis, moi, Inori? Bah écoute, oui, suivez-moi, n'hésitez pas si vous voulez plus de contenu sur la prépa mentale et sur le street, j'ai mon Instagram. Donc, c'est quoi ton Instagram, du coup? Ah pardon, Nininigoana. Peut-être qu'il faudra le mettre dans la description. Ouais, faut que je Sinon, le mette dans la description. ouais, sinon il y a mon nom aussi, Inori Serge, je pense que vous trouverez. Donc, voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux ou un site ou quelque chose? J'ai aussi mon site web qui est, je pense qu'on va le mettre dans la description aussi, Rising Talent Coaching. Désolée. J'ai aussi la page Instagram qui va avec, où il y aura aussi beaucoup de contenu à ce niveau-là. Donc voilà. C'est un Ok. peu Super, donc allez suivre Inori. J'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser et vous aurez aussi appris des choses pendant ce podcast. Merci beaucoup. Donc encore une fois, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, vous lâchez un petit commentaire là. Même vous pouvez mettre une question que je poserai à mon prochain invité. Donc vous likez, commentez, vous partagez ce podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao. Salut!